Un mot de remerciement à l'IRAM parce qu'il y a en ce moment pas mal de journées de réflexion sur les problèmes d'emploi et d'insertion, mais très souvent, c'est plutôt des dispositifs en milieu urbain qui sont discutés, présentés, examinés. Donc avoir une journée d'interrogation et de réflexion sur les jeunes ruraux, les particularités, la particularité des dispositifs d'accompagnement, c'est absolument bienvenu. Et puis merci aux deux animatrices des deux tables rondes d'avoir fait le travail de synthèse, comme ça nous on peut conclure légèrement. Juste quelques éléments, des mots qui ont marqué le paysage, je crois. Donc le premier, c'est processus. Donc ça aide quand même à faire la distinction entre les mots. On emploie souvent emploi, insertion, le mot emploi, le mot insertion, sans trop bien définir ce dont il s'agit. Le fait de parler de processus, d'étapes, de chemin de vie et d'accompagnement autour de ces différentes étapes, de parler de conditions de vie décentes et d'accompagner cette recherche de conditions de vie décentes, ça permet de mieux situer ce dont on parle et de situer tout cela également dans un pas de temps qui souvent n'est pas celui des projets et des financements de coopération. Donc c'est encore un champ de réflexion. Deuxième élément marquant, je crois, c'est la diversité des situations. Bon, dès le début, dès ce matin, ça a été indiqué qu'on ne peut pas parler des jeunes ruraux en Afrique ou en Afrique subsaharienne, c'est encore bien trop vaste. On est dans des contextes extrêmement différents, selon qu'on parle du Sahel, des pays côtiers, de l'Afrique centrale, de l'Afrique australe, etc., en matière d'accès aux fonciers, de migration et des systèmes de dépendance ou d'autonomie qui ont été présentés. C'était extrêmement intéressant ce matin, l'autonomie professionnelle, résidentielle, maritale, etc., qui sont autant d'éléments à prendre en compte quand on réfléchit les processus d'insertion. Donc ça veut dire que la définition de jeunes ruraux, elle est quand même à regarder de près à l'endroit où on pose le pied, sans aller trop vite dans les généralités. Bon, troisième point que j'ai trouvé marquant, c'est l'importance de la volonté politique. Hein. Donc, c'est pas nouveau, on se le dit souvent. On a eu un très brillant exposé de Jérôme qui nous a rappelé quelques fondamentaux et des pistes de réflexion. Mais comment on la mesure, cette volonté politique ? Comment on fait un deal avec les partenaires nationaux qui, au-delà des mots, puisque maintenant, dans presque tous les pays, à la lumière des printemps arabes essentiellement, etc., la problématique emploi-insertion est citée comme étant la deuxième priorité de l'éducation, la troisième priorité nationale, etc. Or, rien ne change dans les budgets. Vous regardez les budgets nationaux, la formation professionnelle et les dispositifs d'insertion représentent souvent moins de 5% du budget de l'éducation. Donc on est vraiment très très loin du compte. Donc comment vérifier et passer un deal non pas en bilatéral, mais avec d'autres acteurs et notamment d'autres partenaires financiers pour amener les États à prendre des engagements plus forts, y compris au niveau budgétaire, c'est une autre question, une autre manière d'essayer de mesurer les volontés politiques. Il y a cette question spécifique de faut-il, ne faut-il pas avoir un document ? Sandra a dit, Sandra Barlet-Dugret disait tout à l'heure, l'important c'est pas d'avoir un document bien fait politique de plus qui s'appellerait politique de l'insertion. Jérôme disait, si c'est un moyen d'avoir des financements complémentaires, allons-y. Bon, peut-être aussi, pays par pays, il faut certainement apprécier l'importance de savoir mettre dans les documents de politique existants, emploi, formation professionnelle, et je ne sais pas encore quels sont les 3 ou 4 points clés qui permettent de s'appuyer sur ces différents points pour développer des programmes et des accompagnements adaptés. Bon, alors je retiens aussi que les dispositifs en milieu rural d'accompagnement, donc d'accompagnement d'insertion, sont finalement encore rares, à petite échelle, et pas encore modélisable. Donc si on dit pas modélisable, ça voudrait dire pas encore réplicable, et là ça m'inquiète, on en parlera peut-être un peu plus tard, et qu'on a encore tout un chemin, tout un travail à faire en matière d'économie de la formation professionnelle liée à l'insertion.
mais qu'il existe cependant des cas de figure à échelle nationale. On a entendu parler de AFOP tout à l'heure, donc c'est formation professionnelle et insertion. Donc c'est intéressant de s'appuyer dessus et de regarder les principes qui ont été mis en place, l'ensemble des propositions de solutions par rapport aux freins. Il y en a d'autres. Les centres des métiers ruraux en Côte d'Ivoire, on aurait pu en parler aussi, même s'ils ont subi le contre-coup du conflit en Côte d'Ivoire. Cependant, c'est un programme d'envergure nationale qui est également innovant en matière de principes d'accompagnement des projets des jeunes avec formation hors mur, avec mobilisation de professionnels pour accompagner les jeunes dans la mise en œuvre de leurs projets. Donc, autant de dispositifs qui, je crois, doivent être suivis pour qu'on en tire des enseignements en termes de pérennité notamment. La formation professionnelle a été beaucoup au centre d'un certain nombre d'exposés, comme si formation professionnelle et insertion étaient liées à 80%. Je ne pense pas, pour ma part. On a vu que la formation professionnelle, c'était un des outils d'accompagnement dans le parcours, qui peut d'ailleurs, outil, être mobilisé à plusieurs moments et sous plusieurs formes des parcours d'insertion. Mais en tout cas, ce n'est pas un outil suffisant. On a vu que la démographie et peut-être les actions à prendre pour influer sur la transition démographique étaient fondamentaux, que est un outil fondamental, que la volonté politique, le financement dans la durée, au-delà des C2D ou au-delà des projets. Il faut aussi qu'on se donne les moyens d'y voir plus clair, que les réseaux de dispositifs territoriaux, que le fait de pouvoir articuler les niveaux locaux, nationaux et voire sous-régionaux, donc tout cet ensemble-là sont au moins aussi importants que la formation professionnelle elle-même. Alors, pour ne pas être trop long, quelques questions vues du côté AFD par rapport à cette problématique. Que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain d'ailleurs, en matière d'insertion accompagnement. Donc parmi les questions qu'on se pose, il y a celle des échelles et des effets de seuil. Bon, parce que financer, accompagner un petit dispositif dans tel pays, un autre dans le pays d'à côté, un autre sur le continent d'à côté, est-ce que c'est la bonne manière de travailler? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire? Est-ce qu'on risque pas en saupoudrage d'avoir 10 petits projets d'accompagnement, formation professionnelle, insertion, qui vont durer 3-4 ans, qui au mieux vont avoir une deuxième phase? Est-ce qu'il y a à rechercher, donc c'est un travail d'économie aussi, de recherche-développement à faire, des conditions qui permettraient de densifier les interventions de manière suffisante pour qu'on puisse franchir un effet de seuil, une visibilité qui donnerait un argumentaire suffisant pour convaincre, ça a été abordé plusieurs fois, les ministres des Finances, les décideurs, qu'il y ait un retour sur investissement, que l'insertion comme la formation professionnelle n'est pas seulement un coût, c'est un investissement indispensable. Pour ça, il faut se donner les moyens de le prouver. Donc la manière dont on finance aujourd'hui les projets n'est peut-être pas tout à fait la plus adaptée. La modélisation, le réplicable dont je parlais tout à l'heure. Si on dit ce qu'on fait n'est pas du tout modélisable, c'est très ennuyeux. Ça veut peut-être dire qu'il faut rechercher à revenir vers des projets encore plus simples, encore plus en capacité d'être suivis et évalués, de façon à ce qu'on puisse quand même dégager des trames de modèles et donc, si possible, des changements d'échelle par la suite par réplicabilité. Ça veut donc dire qu'on a devant nous tout un travail à faire et welcome les compétences qui se manifesteront sur le suivi-évaluation. Et on a à inventer des outils spécifiques de suivi-évaluation qui ne soient pas que quantitatifs, mais aussi qualitatifs sur les dispositifs de formation pro et par extension aussi sur les dispositifs d'accompagnement d'insertion. Également, comme l'a dit Pierre Blaise, les problématiques d'économie de la formation professionnelle. On a encore beaucoup de chemin à faire. Il y a quelques travaux qui ont été faits, notamment à Dijon par l'IREDU. Il y a des étudiants qui sont partis. On a vu que le nombre de paramètres à apprécier pour comparer les dispositifs entre eux en matière de coût de formation d'un élève, c'est tellement compliqué cette affaire, notamment quand c'est transposé dans les différentes régions d'Afrique, qu'il faut encore se repencher là-dessus. J'ai noté aussi que parfois, on a le sentiment qu'à vouloir impliquer tous les acteurs dans tout, on peut se noyer.
Donc je l'ai dit tout à l'heure en intervention individuelle, mais repartir des missions et des mandats des différents acteurs pour que de leur place et avec leur mission, ils puissent contribuer à la construction d'un dispositif, c'est bien. Vouloir toujours mettre tout le monde autour d'une table, ça prend parfois beaucoup de temps, ça peut être contre-productif. Enfin, c'est plus une question qu'une affirmation, mais bon, pour moi, c'est quelque chose à suivre. Donc finalement, avec toutes ces questions-là, quel type de dispositif promouvoir? À l'intérieur de ce que j'ai cité, il y a tous ces sous-points-là. On n'a pas abordé véritablement, mais ça reste un sujet, l'ensemble des mesures incitatives qui peuvent être prises en faveur des entreprises qui font des efforts. Alors quand je dis entreprises, je ne parle pas que des entreprises formelles, je peux parler aussi des entreprises informelles, et y compris même d'exploitation agricole, à partir du moment où elles ont une représentation professionnelle qui elle-même est formelle. Donc on se questionne pas mal sur la possibilité de promouvoir des mesures incitatives, peut-être fiscales, peut-être des facilités réglementaires, peut-être des accès particuliers au crédit, je ne sais pas, pour les entreprises qui font l'effort de s'engager dans l'insertion, l'accueil, le suivi, la coopération avec des centres de formation. Il y a à réfléchir aussi et à progresser là-dessus. Voilà, donc je vais passer je vous remercie, je passe la parole à François qui va compléter et qui, je crois, va regarder du côté de l'IRAM comment poursuivre sur quelques-unes des pistes. C'est ça? Oui. Merci, je crois que je vais surtout je vais dire 2 mots, mais comme le temps qui nous était imparti est écoulé par rapport à tout le déroulement de la journée, je vais aller très vite, sachant que de toute façon, comme... chaque année, l'IRAM s'engage après une telle journée à faire des comptes rendus détaillés. Donc vous aurez des éléments complémentaires dans les documents écrits qui ne manqueront pas de suivre après cette journée. Donc pour rebondir peut-être un peu sur ce qu'évoquait Christian, donc c'est vrai que, comme l'évoquait Pierre, voilà, qu'est-ce qu'on a appris de cette journée pour ne pas échouer sur ce sujet qui nous réunit et comment y donner suite. Donc moi je crois qu'il y a un premier élément qui me frappe, on est un peu comme face à une nouvelle évidence, comme l'aide au développement, c'est bien faire. Il faut créer des emplois pour les jeunes. Comme il y a quelques années, on devait formaliser l'informel, et puis après, on devait créer des activités génératrices de revenus, puis on devait réduire la pauvreté. Donc on voit qu'on est face à la montée d'une nouvelle évidence, et on a bien vu, je crois, dans cette journée que derrière cette évidence, il y a quand même des choses complexes, il y a des choses localisées, il y a des niveaux différents, il y a des acteurs, je refais pas tout ce qu'on a vu aujourd'hui, mais voilà. Donc il y a une invitation à mieux comprendre, à mieux diagnostiquer, et je crois que entre les acteurs tels que nous sommes, les chercheurs, les universitaires, il y a beaucoup à travailler et à discuter, à réfléchir ensemble autour de cette question, j'allais dire, de cette déconstruction qu'il nous faut faire ensemble. En tout cas, c'est à suivre. Moi, il y a aussi, donc déjà, si on a un continuum qui est séquencé en formation et insertion. Je crois que aussi on sera amené à remettre en cause cette séparation, mais en tout cas sur la dimension formation, je crois qu'on a vu que c'est un aspect complexe, qu'il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. C'est un sujet assez épineux, il y a des héritages historiques, il y a eu quelques formulations ce matin assez fortes, je pense, qui sont à prendre en compte. Et pour nous, il y a un intérêt à... Donc il y a des compétences très spécialisées dans ce domaine de la formation professionnelle, et sans doute il y a un partenariat, des complémentarités à réfléchir dans le travail technique d'accompagnement qu'on peut mener là-dessus. Il y a sans doute aussi des innovations à réfléchir. Moi je regarde et je mets dans cet agenda de formation professionnelle, des collègues nous interpellaient au niveau de l'association IRAM sur les approches de l'enseignement primaire ou primaire professionnel adapté en milieu nomade. Je pense qu'il y a des sujets comme ça et des innovations à construire
qui peuvent être un objet de mobilisation au niveau de l'association, cette fois-ci IRAM. Sur l'aspect insertion, donc il y a eu beaucoup de choses de souligner. La dimension processus important. Alors, un processus, pourquoi? Pour accompagner un projet professionnel, et je crois que ressort bien de la journée l'idée ou l'importance que ce projet, ça soit le projet des jeunes, que ça soit les jeunes qui projettent quelque chose devant eux, et qui soit positif. Et on a bien vu que la projection, elle peut avoir des orientations, des directions différentes, et il y a quelque chose à accompagner, à construire autour de ça. Il y a un risque que ça soit un vernis qui vienne... comme Jérôme l'évoquait, à la fois imposé de l'extérieur, à la fois aussi attirant ou animant une arène d'intérêts locaux, un document stratégique de plus, mais que l'enjeu est loin de se limiter à ça. Mais que, en tout cas, cette articulation, c'est certainement une bonne entrée pour renouveler le débat de ce qu'évoquait notamment Lucien Cousin ce matin, et de revoir cette relation entre l'offre de formation et les activités, l'intégration au milieu professionnel. Derrière, il y a tout un tas d'enjeux autour... pour renouveler des approches, pour remettre les jeunes au centre de la décision dans la construction de ces projets, former les formateurs, revoir les dispositifs d'accompagnement, faire système, des partenariats avec de nouveaux acteurs. Donc on a vu énormément de choses autour de cette question-là ensemble. Et puis moi, il y a aussi quelque chose que je retiens de la deuxième table ronde, c'est qu'on a un peu eu tendance à opposer, ou que certains, j'ai eu l'impression en tout cas, ce qui est insertion professionnelle et ce qui est une approche plus globale de l'insertion. Je suis pas sûr au final que cette dichotomie soit vraiment la bonne. Je ne sais pas comment on peut s'insérer plus globalement si professionnellement ou économiquement on ne trouve pas un cadre pour s'insérer. Par contre, il y a la dimension insertion territoriale qui a été évoquée dans la dernière table ronde, avec toutes les dimensions aussi, regard des autres, dynamique collective, qui est en jeu et qui est, je pense, extrêmement intéressante à approfondir. Alors, par rapport à ces perspectives, moi, je retiens deux choses pour l'IRAM. D'abord, ça va susciter sans doute beaucoup de réflexions internes pour remettre à plat nos propres thématiques. Et c'est un regard ou une façon d'introduire un regard d'acteur spécifique par rapport à des réflexions sur les politiques agricoles, ça a été évoqué ce matin, par rapport aux réflexions ou aux entrées sur la décentralisation, le rôle des collectivités locales, ça a été évoqué cet après-midi, par rapport à l'accompagnement, à l'appui au niveau des organisations de producteurs, on en a également parlé, par rapport au financement, aux dispositifs de financement, on l'a également beaucoup évoqué, on vient de reparler de la dimension suivi, évaluation, études d'impact, etc. Donc là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à approfondir sur nos thématiques de travail antérieures autour de ça. Et puis il y a peut-être quelque chose qu'on a déjà discuté à d'autres niveaux, mais qu'il y a peut-être de nouvelles approches combinées, adaptées à chaque situation, qu'il faudrait réfléchir derrière ces enjeux-là, où on a parlé ce matin l'importance de combiner des filets de protection sociale et une démarche par rapport à une catégorie de l'agriculture ou de la paysannerie ou des questions d'insécurité alimentaire, ça a été évoqué également, mais qui combine ou qui s'articule avec de la formation alternée de préférence, avec de l'accompagnement financier, non financier, de façon à valoriser des opportunités économiques rurales, et donc ces questions d'insertion. Et finalement, ces approches combinées, pour l'instant, on en entend assez peu parler, en tout cas dans nos cercles proches. Moi, ça me renvoie plutôt à des réflexions sur ce que font de grandes ONG multisectorielles, notamment asiatiques. Je citerai la BRAC, par exemple, au Bangladesh, dans ce domaine-là. Ça me renvoie à ce que font des grandes organisations syndicales également asiatiques. Je mentionnerai Sewa en Inde, qui travaille sur ces questions en milieu rural.
ça me renvoie à des innovations, à des initiatives ou des expériences de ce qu'on appellerait, ou ce qu'on appelle avec des collègues, de microfinance transformative. Je penserais notamment à des institutions de microfinance latino-américaines engagées dans ces questions de développement rural. À des partenariats publics-privés un peu innovants. La Banque mondiale en parle un peu, les entreprises dans leur politique RSE en parlent également, pour pouvoir accompagner du développement local en mobilisant ces différents instruments, mais dans des approches intégrées, combinées et adaptées localement. Puis un deuxième aspect, au-delà de ces approches combinées, c'est qu'il faudra aussi sans doute agir pour transformer les situations dans lesquelles on travaille, au niveau des opportunités qu'elles offrent aux jeunes. Et derrière, ça crée des opportunités pour l'avenir de l'emploi des jeunes. Ce n'est pas les emplois d'avenir, mais c'est bien l'avenir de l'emploi qui est en jeu autour de ça. Et demain, on va parler au niveau de l'Assemblée générale de l'IRAM du Mali. Est-ce qu'une réforme agraire... à l'Office du Niger, ou une promotion de l'intégration de l'agriculture-élevage à la place de l'importation et de l'assemblage de tracteurs pour la motorisation dans la zone du Mali Sud. Ce n'est pas des axes de réflexion qui viennent trouver une place dans la problématique que l'on évoque. Voilà, donc pour vous dire qu'on n'a pas fini de parler des questions qui nous ont réunis aujourd'hui, et on essaiera de partager tout ça avec vous.